René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 66, encadrement et labyrinthe. Ananda Coomaraswamy a étudié la signification symbolique de certains nœuds qui se trouvent parmi les gravures d'Albert Dürer. Ces nœuds sont des enchevêtrements très compliqués formés par le tracé d'une ligne continue, l'ensemble étant disposé en une figure circulaire. Dans plusieurs cas, le nom de Dürer est inscrit dans la partie centrale. Ces nœuds ont été rapprochés d'une figure similaire attribuée généralement à Léonard de Vinci et au centre de laquelle se lisent les mots Academia Leonardi Vinci. Certains ont voulu voir dans cette dernière la signature collective d'une académie ésotérique, comme il en existait un certain nombre en Italie à cette époque, et ce n'est sans doute pas sans raison. En effet, ces dessins ont été quelquefois appelés dédales ou labyrinthes, et ainsi que le fait remarquer Coomaraswamy, malgré la différence des formes qui peut être due en partie à des raisons d'ordre technique, ils ont effectivement un rapport étroit avec les labyrinthes, et plus particulièrement avec ceux qui étaient tracés sur le dallage de certaines églises du Moyen-Âge. Or, ceux-ci sont également regardés comme constituant une signature collective des corporations de constructeurs. En tant qu'ils symbolisent le lien unissant entre eux les membres d'une organisation initiatique, ou tout au moins ésotérique, ces tracés offrent évidemment une similitude frappante avec la chaîne d'union maçonnique. Et si l'on se souvient des nœuds de celle-ci, le nom de nœud, knoten, donné à ces dessins, apparemment par Dürer lui-même, est aussi très significatif. Pour cette raison, aussi bien que pour une autre sur laquelle nous reviendrons par la suite, il est encore important de noter qu'il s'agit de lignes ne présentant aucune solution de continuité. Les labyrinthes des églises pouvaient également être parcourus d'un bout à l'autre sans qu'on y rencontre nulle part aucun point d'interruption obligeant à s'arrêter ou revenir sur ses pas, de telle sorte qu'ils constituaient simplement en réalité un chemin très long qu'il fallait accomplir entièrement avant de parvenir au centre. Dans certains cas, comme à Amiens, le maître d'œuvre s'était fait représenter lui-même dans la partie centrale, de même que Vinci et Dürer y ont inscrit leur nom. Par là, il se situait symboliquement dans une terre sainte, c'est-à-dire dans un lieu réservé aux élus, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs, ou dans un centre spirituel qui était dans tous les cas une image ou un reflet du véritable centre du monde. Comme dans la tradition extrême-orientale, l'empereur se situait toujours au lieu central. Ceci nous amène directement à des considérations d'un autre ordre qui se rapporte à un sens plus intérieur et plus profond de ce symbolisme. Puisque l'être qui parcourt le labyrinthe ou toute autre figuration équivalente arrive finalement par là à trouver le lieu central, c'est-à-dire au point de vue de la réalisation initiatique, son propre centre. Le parcours lui-même, avec toutes ses complications, est évidemment une représentation de la multiplicité des états ou des modalités de l'existence manifestée, à travers la série indéfinie desquelles l'être a dû errer tout d'abord avant de pouvoir s'établir dans ce centre. La ligne continue est alors l'image du Sutratma qui relie entre eux tous les états. Et d'ailleurs, dans le cas du fil d'Ariane en connexion avec le parcours du labyrinthe, cette image se présente avec une telle netteté qu'on s'étonne qu'il soit possible de ne pas s'en apercevoir. Ainsi, se trouve justifiée la remarque par laquelle nous avons terminé notre précédente étude sur le symbolisme de la chaîne d'union. D'autre part, nous avons insisté plus particulièrement sur le caractère d'encadrement que présente celle-ci. Or, il suffit de regarder les figures de Dürer et de Vinci pour se rendre compte qu'elles forment aussi de véritables encadrements autour de la partie centrale, ce qui constitue encore une similitude de plus entre ces symboles. Et il est d'autres cas où nous allons retrouver également ce même caractère, d'une façon qui fait ressortir une fois de plus la parfaite concordance des différentes traditions. Dans un livre dont nous avons déjà parlé ailleurs, Jackson Knight a signalé qu'on avait trouvé en Grèce, près de Corinthe, 2 modèles réduits en argile de maisons remontant à l'époque archaïque dite agéométrique. Sur les murs extérieurs se voient des méandres qui entourent la maison et dont le tracé paraît avoir constitué en quelque sorte un substitut du labyrinthe.
dans la mesure où celui-ci représentait une défense, soit contre les ennemis humains, soit surtout contre les influences psychiques hostiles, on peut aussi regarder ces méandres comme ayant une valeur de protection, et même doublement, en empêchant non seulement les influences maléfiques de pénétrer dans la demeure, mais aussi les influences bénéfiques d'en sortir et de se disperser en dehors. Il se peut d'ailleurs qu'à certaines époques, on n'y ait rien vu de plus. Mais il ne faut pas oublier que la réduction des symboles à un usage plus ou moins magique correspond déjà à un état de dégénérescence au point de vue traditionnel. État dans lequel leur sens profond a été oublié. Il a donc dû y avoir autre chose à l'origine. Et il est facile de comprendre de quoi il s'agit en réalité si l'on se souvient que, traditionnellement, tout édifice est construit suivant un modèle cosmique. Tant qu'il n'y a aucune distinction de sacré et de profane, c'est-à-dire tant que le point de vue profane n'eut pas pris naissance par l'effet d'un amoindrissement de la tradition, il en fut partout et toujours ainsi pour les maisons particulières elles-mêmes. La maison est alors une image du cosmos, c'est-à-dire comme un petit monde fermé et complet en lui-même. Et si l'on remarque qu'elle est encadrée par le méandre exactement de la même façon que la loge, dont la signification cosmique n'a pas été perdue, est encadrée par la chaîne d'union. L'identité des deux symboles apparaît comme tout à fait évidente. Dans l'un et l'autre cas, ce dont il s'agit en définitive n'est pas autre chose qu'une représentation du cadre même du cosmos. Un autre exemple remarquable, au point de vue du symbolisme des encadrements, nous est fourni par certains caractères chinois, se rapportant primitivement à des rites de fixation ou de stabilisation, qui consistaient à tracer des cercles concentriques ou une spirale autour des objets. Le caractère heng, désignant un tel rite, était dans l'ancienne écriture formé d'une spirale ou de deux cercles concentriques entre deux lignes droites. Dans tout l'ancien monde, les nouvelles fondations, qu'il s'agit de camps, de cités ou de villages, étaient stabilisées en traçant des spirales ou des cercles autour d'elles. Et nous ajouterons qu'on peut encore voir là l'identité réelle des encadrements avec les labyrinthes. Au sujet du caractère chiche, que les commentateurs récents rendent simplement par grand, l'auteur que nous venons de citer dit qu'il dénote la magie qui assure l'intégrité des espaces en les encadrant de signes protecteurs. Tel est le but des dessins de bordure dans les anciennes œuvres d'art. Un chiche-fu est une bénédiction qui a été directement ou symboliquement encadrée de cette façon. Un fléau peut aussi être encadré pour l'empêcher de se répandre. Ici encore, il n'est explicitement question que de magie ou de ce qu'on suppose être tel. Mais l'idée de fixation ou de stabilisation montre assez clairement ce qu'il en est au fond. Il s'agit de la fonction qu'a essentiellement le cadre, ainsi que nous l'avons dit précédemment, de rassembler et de maintenir à leur place les divers éléments qui l'entourent. Il y a d'ailleurs chez Lao Tzu des passages où figurent les caractères en question et qui sont très significatifs à cet égard. Ouvrez les guillemets. Lorsqu'on fait en sorte d'encadrer ou circonscrire Ying, caractère évoquant une idée similaire à celle de Heng, les 7 esprits animaux et d'embrasser l'unité, on peut être clos, étanche et incorruptible. Fermez les guillemets. Et ailleurs, ouvrez les guillemets, grâce à une connaissance convenablement encadrée, chiche, nous marchons de plein pied dans la grande voie. Fermez les guillemets. Dans le premier de ces deux passages, il s'agit évidemment d'établir ou de maintenir l'ordre normal des différents éléments constitutifs de l'être afin d'unifier celui-ci. Dans le second, une connaissance bien encadrée est proprement une connaissance où chaque chose est mise exactement à la place qui lui convient. Du reste, la signification cosmique du cadre n'a elle-même nullement disparu en pareil cas. En effet, l'être humain, suivant toutes les conceptions traditionnelles, n'est-il pas le microcosme et la connaissance ne doit-elle pas, elle aussi, comprendre d'une certaine façon la totalité du cosmos ?